Parlons des bases de la sécurité informatique. En sécurité informatique, il y a 4 grands piliers principaux. Le premier, c'est la confidentialité. Un message est confidentiel, par exemple lorsqu'il est transmis sur le réseau, si seulement l'émetteur et le destinataire officiel peuvent lire le contenu du message. Donc la confidentialité nous assure qu'on ne puisse pas voir le message si l'on n'est pas l'une des parties autorisées à lire ce message. Ensuite, on a l'authenticité. L'authenticité nous assure cette fois qu'on s'adresse bien à la bonne personne, donc par exemple au bon destinataire, et que le destinataire reçoit le message du bon émetteur. Donc ici, on s'assure que les deux parties soient bien les bonnes. Ensuite, on a l'intégrité. L'intégrité, si maintenant on envoie un fichier par email, eh bien on veut que ce fichier que nous on envoie soit le même que le destinataire reçoit. Donc il ne faut pas qu'il soit modifié sur le réseau pendant son acheminement. Et le quatrième, c'est la disponibilité. Un système hors service, c'est un système qui ne peut plus répondre à des requêtes et qui pose problème pour la sécurité et pour la stabilité du système. Alors faisons un exemple avec le protocole HTTPS, donc qui est le protocole HTTP plus le protocole SSL ou TLS. Alors on le voit souvent en naviguant sur divers sites web, par exemple ici avec Google, ou dans le navigateur on aperçoit HTTPS avec le fameux cadenas vert. Si l'on clique sur la petite icône pour avoir plus d'informations, eh bien on peut lire le certificat de Google qui lui nous prouve l'authenticité. Il nous prouve qu'on s'adresse bien à Google lorsqu'on fait nos requêtes, qu'on est bien sur le serveur de Google et que c'est bien lui qui nous répond. Donc là on valide l'authenticité. C'est le premier point que valide ce protocole. Ensuite il va chiffrer avec une clé de session les données, les requêtes qu'il envoie à Google et qu'on reçoit depuis Google. Donc les échanges de données sont sécurisés. D'autres personnes que Google ou que l'internaute qui tape ces requêtes ne peuvent pas lire ces données. On valide cette fois-ci la confidentialité. On valide également l'intégrité par ce protocole qui va s'assurer que les données qu'on échange soient bien les mêmes tout au long de leur acheminement. Donc on valide 3 grands piliers avec ce protocole. On ne valide pas la disponibilité. Effectivement, si maintenant le serveur de Google par exemple venait à tomber, venait à être surchargé, eh bien il ne pourra plus répondre à nos requêtes. HTTPS ne pourra rien faire pour cela et on ne pourra tout simplement plus y accéder, du moins tant que le serveur est indisponible. Alors parlons de la première des définitions qui est la vulnérabilité informatique. On parle aussi de failles informatiques. Elles sont d'origine diverses, donc ça peut être un bug dans un logiciel, ça peut être un laisser-aller de la part d'un programmeur, donc ça peut être une erreur, et ça peut aussi être volontaire. C'est déjà arrivé qu'une personne place volontairement un code peu malveillant ou en tout cas risqué dans un programme pour pouvoir s'en servir par la suite. Les vulnérabilités créent ce qu'on appelle des faiblesses dans un système qu'une menace, on va en parler plus tard, peut exploiter. Donc une faiblesse, c'est un petit problème dans un système que un pirate ou une autre personne pourra utiliser en sa faveur si ce n'est pas simplement un bug qui fera planter un programme. Alors elles sont classées en diverses catégories, ces vulnérabilités. Il y a beaucoup de catégories différentes, plus ou moins précises. Si l'on monte au plus haut niveau, on peut dire qu'il y a des vulnérabilités dans la catégorie matériel, logiciel, réseau, physique, humain, organisationnel, etc. Donc de tout type, tout ce qui touche à l'informatique, que ce soit logiciel ou matériel. Ou l'être humain lui-même, car il représente lui aussi un risque de sécurité. Donc les vulnérabilités sont standardisées sous forme d'identifiants CVE, donc Common Vulnerabilities and Exposure. Ce sont des identifiants qui sont fournis par des organismes de sécurité et qui permettent aux chercheurs ou à toute personne, à des programmes par exemple, de pouvoir les exploiter, de pouvoir en parler de façon standardisée. On verra un exemple un peu plus tard. Vient à présent la notion de divulgation, avec 2 notions importantes en anglais, Full Disclosure et Responsible Disclosure. Donc le premier, c'est la divulgation totale. Par exemple, si un pirate trouve une faille dans un système ou dans un réseau, peu importe, eh bien s'il explique de façon publique comment exploiter cette vulnérabilité, il montre les détails pour réussir à, par exemple, pénétrer dans un système, eh bien, c'est ce qu'on appelle de la divulgation totale et c'est illégal.
On a ensuite la divulgation responsable, où ici on va pareil trouver une vulnérabilité, alors soit sans faire exprès, soit en la cherchant, et on va la signaler à l'administrateur, au responsable du système, soit même la corriger nous-mêmes si c'est dans notre propre système. Donc la différence entre les deux façons de faire, eh bien, c'est principalement la légalité. On a encore d'autres notions, par exemple le dark web, avec les marchés noirs, où on va vendre en fait ces vulnérabilités, donc c'est encore moins légal que tout le reste. Et on a aussi les bug bounty. Alors par exemple, des grosses entreprises comme Facebook ou Microsoft proposent à toute personne, principalement des chercheurs en sécurité informatique, de trouver des bugs, des vulnérabilités dans leur système, dans leur site web, et de les signaler. Lorsqu'elles sont signalées, eh bien, selon leur niveau de dangerosité, eh bien, on peut recevoir une rétribution financière. Donc notre but en tant que hacker éthique, c'est d'identifier et de corriger ces vulnérabilités. Alors on peut faire des tests, par exemple des tests d'intrusion, on va faire et surtout appliquer des patchs de sécurité, on va sensibiliser le personnel, etc. Alors un exemple de vulnérabilité avec la faille XSS, Cross-Site Scripting, qui se trouvait en tout cas dans WordPress. C'est la faille donc avec son identifiant CVE 2016-5834 qui est visible sur un site qui les regroupe, qui s'appelle donc cve.mitre.org. Et ici on y voit la description, qu'on nous dit que c'est une vulnérabilité dans une fonction PHP de WordPress qui retourne un lien vers un fichier joint à un article, par exemple une image JPG. Alors si l'on clique sur l'une des références, on peut en fait voir le code en question, qui est le suivant. Sur la ligne au fond un petit peu rosé, c'était on va dire l'ancienne ligne, et la ligne sur le fond vert, c'est la nouvelle ligne. Alors on voit que le changement est mineur, on a rajouté une fonction ESC-HTML, donc Escape HTML, autour de WP Basename. Alors au début, ce que faisait cette fonction, echo, elle affiche un nom de fichier, donc j'imagine qu'elle affichait par exemple mon fichier.jpg, et forcément si maintenant on plaçait un script en tant que nom de fichier, donc un script JavaScript, eh bien celui-ci pouvait s'exécuter dès lors qu'il était lancé sur une page web. C'est ça la faille XSS, dès lors qu'un script s'exécute sur une page lorsqu'on la visite tout simplement, eh bien la faille a lieu. Ici elle avait lieu certainement, puisque comme dit, si on mettait un script en tant que nom de fichier, eh bien ce script s'exécuterait. Heureusement, grâce à la fonction d'échappement HTML, on va pouvoir échapper les caractères spéciaux et donc éviter que ce script s'exécute dès lors qu'on affiche le nom du fichier. Deuxième définition, les menaces informatiques. C'est un danger possible qui peut exploiter une vulnérabilité. Il y a des menaces qui sont intentionnelles ou des menaces qui sont accidentelles. Par exemple, une menace accidentelle, c'est par rapport à l'environnement. Une menace intentionnelle, c'est lorsqu'une personne en veut, typiquement à une entreprise, par exemple. Alors ces menaces sont classifiées aussi selon diverses catégories. Ici, selon Microsoft, on a plusieurs grands types de menaces, donc l'usurpation d'identité, l'altération des données, la répudiation des données, c'est-à-dire l'impossibilité de savoir qui est l'émetteur ou le destinataire d'un message. On a ensuite la fuite de données, le déni de service, et l'élévation de privilèges. Alors comme je disais avant, par rapport aux menaces, on a des menaces qui sont intentionnelles, un ancien employé mécontent, ou des menaces accidentelles comme un tremblement de terre. On a aussi une autre définition, le risque informatique. On dit que c'est la multiplication de toutes les menaces par toutes les vulnérabilités. Venons-en à la troisième définition, les exploits informatiques. Alors je dis bien exploits puisque c'est un terme anglais et on le dit à l'anglaise et non pas exploit comme on pourrait le penser en français. Ce sont des programmes ou des techniques qui exploitent justement une vulnérabilité. Il y a deux façons de voir ces exploits. Soit c'est une preuve de concept, par exemple au sein des communautés de chercheurs en sécurité informatique, on va aller, on va dire, jusqu'au bout, on va montrer que telle ou telle vulnérabilité peut être exploitée de façon plus ou moins facile avec cette fameuse preuve de concept qui va montrer concrètement comment faire. Et bien sûr, on peut aussi rédiger ces exploits pour les utiliser de façon illégale afin de pirater des systèmes de façon automatisée ou en tout cas de façon
plus facile. Alors, un exemple également pour un exploit dans la librairie PHP qui s'appelle PHP Mailer et qui permet d'envoyer des mails. Voici le code en question. Imaginons par exemple qu'un formulaire dans une page web nous permette d'envoyer un mail via par exemple un formulaire de contact, et si l'on place dans le champ de l'émetteur, donc notre mail, mais on ne place pas notre mail, mais on place le code que vous voyez avec TMP, var, www, cache, php code, etc. Et bien, lorsque ce code va s'exécuter, il va en fait nous permettre de créer un fichier et d'y afficher les informations PHP. Alors, le fichier qu'on crée, par exemple, ici, c'est phpcode.php, et dans le champ message body, on a PHP info. PHP info est une fonction PHP qui va donner toutes les informations PHP sur le serveur web. Donc on va placer ces informations dans un fichier PHP code qu'on pourra ensuite accéder via la page du site web en question avec PHP code. Donc c'est une grosse vulnérabilité puisqu'elle nous permet d'exécuter des scripts, de créer même des fichiers en changeant simplement le nom de l'émetteur d'un email dans un formulaire sur une page web.